Bonjour, aujourd'hui on est avec vous de ODNI, People of Gestalt in OD. Et j'ai le plaisir pour cette première vidéo en français d'accueillir Dr Marianne Chidiac. Bonjour Marianne. Bonjour. Je vais commencer par vous présenter. Marianne est une consultante expérimentée en changement et développement organisationnel. Elle est coach, formatrice, psychothérapeute et superviseur. Elle a une expérience en consultation, ayant travaillé avec des dirigeants au niveau du conseil d'administration et dirigé d'importants programmes de gestion du changement au Royaume-Uni et en Europe aussi. Elle a également été directrice adjointe d'une formation à la Gestalt où elle a développé et enseigné des cours de diplôme et de maîtrise en psychothérapie et changement organisationnel. Dr Chidiac est coach accrédité et associé à Ashridge Business School, est titulaire d'un doctorat en psychothérapie en travaux publics avec un accent sur la synthèse de la psychothérapie Gestalt et le développement organisationnel. Elle est aussi cofondatrice de Relational Change ou changement relationnel. Alors, bienvenue, Dr Chidiac. Merci. C'est un plaisir de te rencontrer dans ce contexte et bien sûr d'arranger cette interview pour la communauté du ODNI. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour votre biographie ou bien? Non, je suis très contente. C'est correct. En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous avoir. Vous avez fondé Relational Change ou changement relationnel il y a quelques années avec Dr Sally Dannenbaum. Vous avez publié ensemble de nombreux articles clés dans la théorie de Gestalt, dans le développement organisationnel. Votre contribution à la théorie est vaste, mais qu'est-ce qui vous a poussé à créer Relational Change en premier lieu? Je trouve que Relational Change sort d'une passion commune que Sally Dannenbaum et moi partageons. Une passion pour la Gestalt et aussi pour l'approche relationnelle. Et donc, ce serait vrai de dire que Relational Change est né d'un désir de partager cette passion avec d'autres et d'explorer que signifie être un praticien relationnel dans le monde aujourd'hui. Et nous nous sommes rencontrés alors que nous étions toutes les deux formateurs à un institut Métanio à Londres. Et cette passion commune pour l'application de la Gestalt en organisation nous a rejoints, nous a mis l'un avec l'autre. Et j'aime penser que nous avons reconnu quelque chose ensemble, une genre de soif pour clarifier, déballer des concepts et des idées centrées sur le développement organisationnel et la théorie de Gestalt. Et comme vous le savez, la Gestalt est une approche orientée sur le processus et donc se prête très bien au travail organisationnel. Et ben oui, voilà. Nos écrits, comme vous avez mentionné, se basent en grande partie sur la théorie de la Gestalt. Mais nous avons aussi, je pense, cherché à adresser à travers Relational Change nos écrits aux personnes en dehors de la communauté Gestalt. Et donc, pas seulement prêcher à la chorale, pour ainsi dire, mais que la Gestalt est aussi, parce que nous trouvons que, c'est certainement mon opinion, une offre qui est trop riche pour ne pas être partagée. Je suis totalement d'accord avec vous. Et puis, en tout cas, nous, praticiens de Gestalt, on a la chance de vous avoir pour avoir écrit tant d'articles et d'avoir fait une contribution si vaste à la théorie. Je peux dire que j'utilise souvent votre théorie quand je travaille. C'est gentil de le dire. Ça me fait plaisir de l'entendre. Vous avez aussi publié un livre il y a quelques années, Relational Organizational Gestalt. Je vais vous demander quel est le motif de votre livre et peut-être est-ce que vous avez un plan de le traduire en français peut-être? Le plan de le traduire, je ne sais pas. C'est pas. J'aimerais bien. S'il y a une offre là pour quelqu'un de faire la traduction, je veux bien soutenir.
Le livre, en fait, est initialement né d'un besoin, je trouve, très réel d'accompagner les participants de notre programme Relational Organizational Gestalt. Donc, c'est en fait une formation pour managers, des praticiens du développement organisationnel ou même des coachs qui aimeraient aller plus loin dans leur pratique du travail relationnel. Et c'est une formation assez intense, à la fois en termes de théorie, parfois nouvelle pour beaucoup de personnes, et de développement personnel. Et donc, le livre, c'est parce que nous avons constaté que la base théorique qu'on a développée dans nos écrits a accentué particulièrement une approche émergente et relationnelle de la Gestalt. Et donc, nous voulions un véhicule pour orienter nos étudiants et leur donner une idée de l'ensemble, et d'où le livre. Donc, comme je disais avant, ce n'est pas un livre uniquement pour les gestaltistes, mais plutôt un livre pour les praticiens en organisation qui veulent en savoir plus sur une approche relationnelle et sur la Gestalt. Et puis, si j'ose ajouter, le livre aussi est très bien fondé sur les autres théories du développement organisationnel. Alors, vous contribuez à où la Gestalt se trouve dans la théorie du développement organisationnel et comment elle peut très bien complémenter toute la théorie du développement organisationnel un peu plus générale, puis-je dire. Je suis contente que ce message passe à travers le livre. Oui, en effet, le livre couvre une grande partie des bases de la Gestalt, mais aussi comment cette théorie de Gestalt et la pratique de la Gestalt s'impose et se communique et s'applique en fait à la vie organisationnelle. Et bien sûr, elle n'existe pas toute seule. C'est une application qui rentre dans beaucoup d'écrits qui ont précédé sur le OD, sur le développement organisationnel, qui est un contexte beaucoup plus large. Oui. Mais ce que je trouve important, surtout d'accentuer, c'est que la façon, et vous le savez en fait, Angelica, c'est que la façon de communiquer les notions de Gestalt, c'est important de ne pas simplifier ou réduire ces idées, mais en fait respecter la complexité du travail et des écrits qui ont été faits dans le domaine du OD, et aussi bien que la complexité et la richesse de l'approche Gestalt, à la fois théoriquement et en pratique. Et puis, on a la chance aussi dans votre vidéo, mais aussi dans d'autres vidéos qu'on a fait, d'entendre d'autres praticiens de la Gestalt, comment ils allient les théories de Gestalt avec les théories de développement organisationnel, et la complexité de l'un et de l'autre aussi, mais ils se marient bien à la fin de la journée. Et puis, juste pour continuer sur le livre et les modèles que vous avez faits vous-même et avec Dr. Denham, le modèle SOS ainsi que le modèle de vague ou wave model sont largement utilisés dans le travail organisationnel par les praticiens de la Gestalt. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur les deux modèles, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Le modèle SOS peut-être serait la place un début, parce que à travers ce modèle, on propose une définition du terme relationnel. Et pour nous, dans Relational Change, une orientation relationnelle signifie en fait trouver un équilibre entre trois zones ou éléments distincts: le soi, l'autre et la situation dans laquelle on se trouve. Et donc, si je prends chaque élément un par un, le soi qui peut être considéré comme l'individu, le groupe, la communauté ou même l'organisation entière. L'autre comme l'autre dans la relation à un moment donné, et ça peut être un autre département ou un autre individu ou même une autre organisation. Et la situation ou le contexte général, troisièmement, la culture dans laquelle nous sommes intégrés. Et ça peut surprendre certains
quand il pense d'une approche relationnelle, d'introduire la situation dans notre compréhension de l'approche relationnelle. Mais c'est en fait, la Gestalt suggère que le contexte et la situation présente ou même historique sont généralement plus importantes que le caractère ou la personnalité individuelle pour prédire et déterminer le fonctionnement. Et donc, il s'ensuit donc qu'à côté des modèles de pathologie individuelle, par exemple la DSM, etc., nous avons besoin d'outils et de modèles qui soutiennent les réseaux de connectivité, comment la situation entière crée une interdépendance qui parfois soutient ou pas nos clients. Et donc, l'élément de situation est très important. Et donc, aborder chacun de ces 3 zones dans notre travail de développement organisationnel est une façon de garder cette orientation relationnelle à l'esprit. Et donc, nous proposons que chacun de ces éléments nécessite une exploration et une intervention possible dans tout processus de changement. Et le modèle SOS peut être utilisé comme un diagnostic, mais aussi bien comme une carte qui pourrait guider comment intervenir dans l'organisation. En fait, ce que j'entends ici, c'est que le modèle est basé sur une vue écologique du changement au lieu d'être égologique. Parfaitement. Ouais. Et ça, c'est un point qu'on accentue souvent en parlant de ce modèle et qui est un point très différent de beaucoup de concepts et surtout de concepts de changement personnel qui existent en ce moment. Et quelque chose de très important et que la Gestalt aussi soutient comme approche. Puis pour juste continuer avec le modèle de vague ou wave model qui s'utilise souvent comme non seulement diagnostic, mais aussi intervention dans une organisation. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus le modèle? Oui, bien sûr. Le modèle de la vague, en fait, c'est une conceptualisation qui utilise en métaphore la vague ou la mer même pour comprendre les propriétés fluides ou disons dynamiques et émergentes d'une organisation. Et en bref, on peut imaginer, et j'aime les images, donc ça marche pour moi. En bref, on peut imaginer que les organisations se comportent comme un environnement marin où la vague au-dessus de la surface de la mer est la plus visible. Et en fait, représente cette partie de vague représente ce que l'organisation montre, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, son processus visible, même ce qu'elle produit parfois. Mais souvent, on oublie que en dessous de la vague, il y a l'eau et les courants marins qui, bien que moins visibles, sont essentiels pour façonner la vague. Et donc, les eaux et les courants peuvent être considérés comme la dynamique interne de l'organisation. Sa politique, ses luttes de pouvoir, les influences internes qui existent souvent dans toute organisation. Et nous avons en Gestalt la notion de figure et fond. Donc, ce qui est perçu ou visible est la figure, mais que le fond est ce qui façonne la figure. Donc, l'influence de l'implicite, de ce qui est en dessous de la vague, du non-dit, du non-perçu est importante. Et c'est là que l'intervention Gestalt aide à prendre conscience de ce qui est implicite. Donc, on a la vague, on a les courants marins, l'eau en dessous de la vague. Et en dernière partie du modèle est ce que nous avons appelé seabed, les fonds marins. Et en fait, c'est la partie la plus sédimentée de l'organisation. Souvent, il y a la culture et au mode d'être qui sont plus enracinés et peut-être souvent plus inconscients aussi.
et qui aussi, bien sûr, façonne et influence les courants marins, mais aussi la vague. Donc, on voit un peu comment les trois parties sont interconnectées et n'existent pas, ce ne sont pas des parties isolées. Mais ce qui est intéressant dans cette métaphore qu'on utilise, c'est qu'elle montre clairement que toute organisation n'est pas isolée, mais plutôt connectée aussi par les courants sous-marins, les fonds marins, le vent. Donc, si on imagine chaque organisation, il y en a plusieurs d'autres à côté d'elle. Et donc, c'est une interconnexion d'organisations entre elles, mais aussi une interconnexion de l'organisation aux demandes du contexte dans lequel elle se trouve. Et donc, elle représente une vision d'une organisation interconnectée. Merci. Et puis, en expliquant le modèle, je vais continuer avec la quatrième question. Pouvez-vous peut-être nous raconter une anecdote sur votre travail de consultante en Gestalt, en développement organisationnel? Oui, je vais reprendre, je pense qu'on avait eu cette question, je vais la reprendre dans le même esprit, parce que je trouve souvent, on essaie de raconter des anecdotes complexes, mais en fait, ce qui me vient à l'esprit avec votre question, c'est une histoire très commune. Et que je dirais pour pour de nombreux praticiens qui essayent d'encourager leurs clients à travailler de manière émergente. Parce qu'en fait, ce que la Gestalt fait, c'est la richesse de la Gestalt, ce n'est pas d'avoir une pratique du OD qui va du point A au point B quand le point A et B sont très clairement liés. En fait, elle supporte une manière de travailler qui est émergente, là où le point B n'est pas clair. On ne sait pas où on va aboutir. Et donc, le cas qui me vient à l'esprit, c'est un client qui était un cadre supérieur dans une industrie lourde. Et alors, je suggérais à mon client d'ouvrir une conversation plus émergente avec son équipe pour dégager et explorer les issues de groupe. Et je pouvais voir son visage un peu pâlir. Il était vraiment inconfortable. Et c'était simplement la possibilité de ne pas avoir le contrôle sur le résultat ou d'anticiper le résultat. C'était totalement effrayant. Et je trouve que c'est une position que souvent on trouve et qu'on retrouve dans nos clients. Et bien que de nombreux managers prétendent vouloir des solutions ascendantes, bottom-up, qui viennent du bas, la nécessité de contrôler les résultats est réelle et est toujours présente. Et donc, ce que la Gestalt nous aide à comprendre, c'est qu'il ne suffit pas de regarder quelle est la bonne intervention au niveau du système, mais que l'expérience phénoménologique, donc l'expérience de la personne, des personnes doivent être prises en compte pour que les interventions au niveau du système sont plus efficaces. Donc, qu'est-ce que je fais comme praticien de Gestalt? Avant de commencer un travail au niveau de l'équipe, au niveau système, l'intervention est d'assurer que la relation avec le manager est suffisamment solide pour permettre une intervention au niveau système. Et en Gestalt, il y a une expression qui dit meet your client where he is. Rencontrez votre client là où il se trouve. Et nous ne sommes pas les experts qui imposent une approche, mais plutôt des agents de sensibilisation, awareness agents, qui voyagent aux côtés de nos clients. Et j'espère, je trouve souvent de manière stimulante aussi. Merci pour cette anecdote. Elle nous relaie très bien comment une journée de consultant en Gestalt peut aller. Que signifie travailler de manière relationnelle aujourd'hui? Comment vivez-vous votre travail dans le contexte très volatile dans lequel nous nous trouvons? Oui, très volatile en effet. J'espère qu'avec la pandémie que nous vivons actuellement,
fait que le message est finalement bien reçu, qu'aucun individu ou organisation ne peut se considérer isolé dans ses actes, du moins. La pandémie, en fait, c'est un petit acte anodin, elle nous montre comment ce petit acte peut connaître une croissance même exponentielle où le globe entier se retrouve terrassé par un acte ou une situation. Donc, en fait, nous nous influençons tous les uns les autres, consciemment ou non. Et être relationnel signifie être fondamentalement plus éthique en tant qu'individu, quel que soit notre contexte de travail. Nous devons reconnaître que le changement, la croissance ou l'excitation ne découlent pas de ce que nous savons, mais de la manière dont nous pouvons être les uns avec les autres. Donc, être l'un avec l'autre exige que nous reconnaissions notre interdépendance fondamentale et la responsabilité qu'elle place sur chacun de nous. On ne peut plus agir en tant qu'individu ou communauté déconnectée. Ce qui se passe en Chine nous influence ici. Ce qui se passe n'importe où a une répercussion sur d'autres. Et donc, nous devons prendre conscience qu'un avenir éthique repose sur notre capacité à faire des compromis, à agir ensemble. Et notre espoir est que Rogue, donc, et l'approche dans la Gestalt, offre une façon dont cela peut être réalisé en étant principalement éthiquement présent à nous-mêmes, à l'autre et bien sûr à nos situations. Donc, ouais, c'est un concept assez central à notre travail. Oui, vous parlez beaucoup de ethical presence, présence éthique, elle est au milieu de votre modèle SOS. Oui. Oui. Comment est-ce que vous pensez que l'application de ce modèle et de la présence éthique dans le leadership, notamment mondial aujourd'hui, peut faire une différence? J'espère que c'est le cas. Je trouve qu'en ce moment, malheureusement, le monde est plutôt centré sur on voit beaucoup trop d'exemples de leadership où la conscience éthique n'est pas présente. Et j'espère qu'il y aura un retour, un renouveau dans ce domaine. Et c'est quelque chose dont on a besoin, pas seulement dans l'organisation, mais mondialement. Et c'est quelque chose qui nous préoccupe plus maintenant à Relational Change, particulièrement Sally et moi. On passe plus de temps en ce moment à peut-être explorer qu'est-ce que cela veut dire en pratique et comment partager ce concept de présence, d'avoir une présence éthique plus largement avec d'autres. C'est à voir. Ouais, c'est une des choses principales qui m'a attirée dans votre approche, c'est que c'est non seulement pour être consultante en organisation, mais c'est aussi une approche qu'on peut utiliser pour faire des changements dans la communauté, dans les politiques. Et c'est très différent du charisme des politiciens quand on parle de la présence éthique. Absolument. En fait, le charisme particulièrement est une notion qui est centrée sur le soi du politicien. On voit ça dans certains pays, surtout des pays de l'Est, mais aussi dans beaucoup où en fait, l'idole, c'est le leader. Donc, on a les grandes images des idoles. Donc, c'est une idolization du leader. Et en fait, ce qu'on retrouve, on doit reprendre l'approche écologique. Qu'est-ce que la situation demande?
Où sont les réseaux de connectivité? Quel est le dialogue qui doit se passer pour changer le soi, au lieu de commencer par le soi? On est presque à la fin de notre interview pour la dernière question de ce temps ensemble. Quel message souhaitez-vous transmettre aux praticiens de développement organisationnel qui souhaitent en savoir plus sur la Gestalt? D'abord que vous serez la bienvenue et que la Gestalt n'est pas simplement, en fait, c'est ce que vous disiez juste un moment, c'est pas seulement un mode de travail, mais aussi une façon de vivre et de concevoir le monde autour de soi. Et je le dis sans me sentir grandiose, en fait, parce que ça a été mon expérience personnelle et celle de beaucoup d'autres aussi. Donc, la Gestalt est une façon d'être plutôt qu'une recette à suivre. Et en fait, quand je dis ça, je sens une vitalité et je me rappelle qu'en fait, Pearls, Hefferlein et Goodman, qui sont les originateurs du mouvement Gestalt, ont nommé leur livre Gestalt Therapy, nouveauté, excitation et croissance. Et donc, il y a une vitalité dans la pratique de la Gestalt. Parce qu'en fait, elle émerge, elle découle, si tu veux, de la personne même du praticien. Donc, l'utilisation de soi comme instrument est au cœur de la Gestalt. Et je suis peut-être partiale, mais je dirais que je recommande à tout praticien du développement organisationnel de développer cette capacité. Et là je vous supporte dans ça, surtout pour l'utilisation de soi comme instrument. La Gestalt apporte un vrai plus pour chacun de nous. Complètement d'accord. On est peut-être toutes les deux un peu partiales là. Un peu beaucoup, mais... Merci, Dr. Chidiac, pour cette interview aujourd'hui. Merci à vous. Et c'est toujours un plaisir de discuter et de parler de la Gestalt avec toi, Angelica. Merci. Merci.